Bonjour à tous, bienvenue sur le webinaire. On a encore un peu de monde qui se connecte, donc on va attendre quelques instants avant de démarrer. D'ici là, pour ceux qui sont déjà connectés, n'hésitez pas à me confirmer dans le chat si vous m'entendez bien et si vous voyez bien mon écran. Merci, j'ai quelques retours comme quoi ça fonctionne. Merci à ceux qui l'ont fait. On va pas tarder, hein, on va attendre une ou deux minutes. Et puis on démarrera. Je vois encore que le nombre de participants augmente. Merci pour les confirmations dans le chat. Je vois que tout est bon pour le son. Et une confirmation pour l'image. Donc, je pense qu'une devrait suffire. Ça veut dire que c'est bon. Merci à ceux qui continuent à m'envoyer des confirmations. C'est toujours agréable d'avoir un retour, surtout en cette période où on est tous face à des écrans. Ça continue à monter dans le nombre de participants, donc je vais encore attendre une petite minute et puis on va démarrer. En attendant les derniers participants, je vais me permettre de rappeler quelques informations utiles. Donc, la première chose, c'est que le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le retrouver sur le site de Vim, ainsi que la présentation au format PDF. Donc, vous pourrez récupérer tout ça directement sur notre site. Tous vos micros sont coupés par défaut, donc n'hésitez pas à utiliser le chat et les questions. J'essaierai soit de les traiter en direct, soit à la fin de la présentation, on pourra prendre un peu de temps pour échanger. Et puis du coup, s'il y a la moindre question, vous n'hésitez pas. Et puis si on a une coupure ou un problème d'image, de son, pareil, le chat est là pour ça. Du coup, je vais commencer et puis je vais dérouler l'agenda comme ça va laisser encore une dernière petite minute pour les derniers arrivants. Je suis Hubert Brusset, je suis en charge de grands comptes au niveau technique chez Vim France et on va passer un petit quart d'heure, 20 minutes ensemble sur la présentation, puis après on pourra rester encore un tout petit peu pour les questions que vous auriez. Aujourd'hui, le sujet du webinaire, c'est de parler de créer des repositories ce qui est traduit en français par cible, donc des repositories Linux sécurisés. De quoi je vais parler dans l'agenda d'aujourd'hui? Je vais faire un récap rapide sur qu'est-ce qui a changé en V10 avec les repositories Linux, parce que c'est quelque chose qu'on gère depuis des années. Ensuite, je vais faire un petit rappel des concepts d'infrastructure et qu'est-ce qui est menacé et comment habituellement les gens font pour essayer de mettre des remparts face aux menaces. On rentrera dans le dur du sujet sur la partie création d'une cible. Et puis, j'aurai une toute petite slide sur qu'est-ce qui vient après et donc vous parler des améliorations qui arrivent dans les versions futures de Backup Application, notamment la V11. J'ai encore des confirmations qu'on m'entend, donc c'est bon.
Alors, je vais commencer du coup. Hein, les repositories Linux et Vim, c'est pris en charge depuis un certain temps, hein, puisque on peut utiliser un repository Linux dans Vim depuis la version 1. Donc, c'est quelque chose qu'on a l'habitude. C'est pas nouveau, Vim et les repositories Linux. Par contre, ce qui a changé, c'est la manière dont on adresse ça et les fonctionnalités qu'on a rajoutées en V10 pour Linux. Depuis quelques années, on parle de ReFS sous Windows. Et donc, qu'est-ce qui a changé, sur Linux avec la V10? Eh ben, c'est cette technologie fast clone qu'on a intégrée sous Linux. Et donc, on va avoir l'équivalent de ReFS disponible sous Linux avec cette possibilité, au lieu de générer des sauvegardes complètes qui vont consommer de l'espace sur le disque, on va pouvoir utiliser le file system et faire des pointeurs file system pour créer des sauvegardes incrémentales, des sauvegardes complètes qui vont extrêmement vite, hein, puisque on va pouvoir faire une synthétique full en jouant juste avec les références au bloc dans le file system. Et puis, du coup, on va avoir l'équivalent d'une chaîne en stockage sur le disque comme une forever incrémentale. Donc, ça va plus vite et ça consomme moins d'espace, ce qui est assez agréable quand on fait la sauvegarde. Si on fait un parallèle rapide entre les deux technologies, puisque du coup vous avez le choix maintenant, depuis cette V10, entre du ReFS ou donc le monde Windows ou du XFS avec le monde Linux, les différenciateurs qu'on va avoir, c'est en avantage sous Windows, c'est Windows, donc facile à utiliser pour les personnes qui connaissent Windows. Windows est assez largement déployé et nous, notamment avec Vim, c'est quelque chose qui a des antécédents, puisque OFS V3 est sorti en 2016, ça c'est sorti avec une backup vérification 9.5 Update 3, donc ça fait quelques années qu'on supporte cette technologie. Il y a aussi le support de Microsoft, puisque ça nécessite du Windows. En inconvénient, par contre, il faut un compte admin pour pouvoir utiliser OFS, pour pouvoir ajouter son serveur dans Vim. Il faut aussi prendre en compte que c'est une nouvelle implémentation de ReFS dans Windows, donc ça met un peu de temps. On m'a dit que le son n'est pas bon, du coup je vais essayer de voir si je peux changer quelque chose. Sous un petit instant. Est-ce que c'est mieux par là, si je change de micro? Pour moi, c'est les micros du PC qui font des siennes. Malheureusement, j'ai pas la main là-dessus. On va rester comme ça et puis je vais essayer de parler plus près de l'écran et de me rapprocher de mon écran. Heureusement que vous n'avez pas l'image parce que je suis en train de manger mon écran. Du coup, ce que je disais, c'est que, bon, pour résumer, Windows, ça fait quelques années. Par contre, OFS, c'est un peu plus récent sous Windows et il faut une licence Windows. Côté Linux, eh ben, on a quelque chose qui peut être disponible dans une version commerciale ou dans une version gratuite. XFS, c'est un file system qui existe depuis beaucoup plus longtemps que OFS. Hein. On parle de 1994 pour la première version. Donc là, c'est testé, éprouvé sans problème. Et puis, comme on le verra dans ce webinaire, on peut effectuer l'accès au repository via des comptes qui ne sont pas forcément administrateurs à la route de la machine. Un inconvénient, par contre, il faut, comme c'est disponible dans plusieurs distries, eh ben, on peut avoir plusieurs supports, voire pas de support, hein, si on est sur une version gratuite. L'intégration avec Vim est un peu plus récente et il faut une expérience il faut une expérience en Linux, donc c'est pas forcément les mêmes personnes qui administrent le Vim sous Windows et le Linux. Voilà pour le comparatif ReFS XFS.
Si maintenant on parle de la sécurisation d'une infrastructure, Vim, généralement, ce que disent nos clients et ce qui est conseillé, c'est de sécuriser à tous les niveaux. Et donc de créer des différentes parties, et ces parties-là, donc des périmètres, et ces périmètres, on va les isoler entre eux. Donc ce qu'on voit généralement, c'est un périmètre avec la production, un autre périmètre où on va avoir la partie Vim, donc tout ce qui est administration, avec l'enterprise manager, le serveur de sauvegarde, les API, etc. Un périmètre avec là où on va envoyer les données, donc proxy, repo, lecteur et écriture. Et puis, on peut considérer ça comme un dernier périmètre, la sauvegarde secondaire. Et donc, entre ces différents périmètres, on va mettre des firewalls. Et donc, comme ça, on segmente un petit peu les différents périmètres et puis on n'autorise que ce qui est nécessaire entre ces périmètres. Certains vont même jusqu'à avoir un domaine spécifique Active Directory pour la sauvegarde. Et puis, bien sûr, on monitore tout ça, notamment avec les outils Vim. La réalité des choses, c'est que on est à l'ère des attaques, on est à l'ère des pirates. On a beau mettre en place toutes les sécurités, il faut prévoir le pire des risques, le pire des scénarios, et donc il faut penser que ça peut se faire percer. Dans ce cas-là, qu'est-ce qui se passe? On va considérer que notre sécurité Vim est compromise, et du coup, qu'est-ce qui se passe si le périmètre est violé? Il y a plusieurs choses. La première, c'est que nativement dans Backup et Réplication, si on regarde en bas à droite, on a déjà des mécanismes qui permettent de reprendre depuis une seconde copie, et donc depuis des bibliothèques qui auraient été externalisées, donc des bandes qui étaient externalisées, des disques qui sont en ligne, depuis nos prestataires Vim Cloud Connect, depuis de l'objet avec S3 et S3 Object Log, par exemple, et puis tous les stockages objets, qui font qu'on va pouvoir reprendre depuis une sauvegarde secondaire, mais ça reste une sauvegarde secondaire, donc ce n'est pas forcément la donnée la plus fraîche. Du coup, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on pourrait faire sur ce périmètre de destination primaire, et donc un repository primaire qui aurait des capacités de résilience contre ces attaques. Et donc, c'est là où entre en jeu concevoir son repository Linux, et donc d'utiliser les fonctionnalités natives au repository Linux et à Linux pour avoir quelque chose de fonctionnel, de rapide et aussi de résilient. J'ai pas eu de retour sur le son depuis que je me suis rapproché de l'écran, donc je suppose que c'est mieux. Je vais continuer comme ça. Et du coup, on va passer à la partie conception. Du coup, par rapport à tout ce que je vous ai dit précédemment, comment on va concevoir le repository Linux? L'idée, c'est de se dire, je veux un repository qui tire parti du XFS, puisque autant tirer parti des dernières technos Vim et Linux. Je voudrais un repository sur lequel je vais pouvoir l'ajouter dans Vim sans avoir un compte root. Je voudrais un repository qui ne me donne pas accès directement à l'OS. Et donc, pour ça, je vais isoler les processus Vim et notamment le data mover dans un conteneur. Et en plus de ça, je vais trouver une manière de faire des snapshots pour avoir des rollbacks contre les ransomware. Et donc, ça nous amène à cette architecture. Cette architecture, je ne dis pas que c'est la best practice Vim, c'est une option qu'on propose, c'est une idée d'implémentation. Et donc là, l'idée, c'est de se dire, on va créer un serveur, un hôte Linux avec dessus du Ubuntu. Sur cet Ubuntu, je vais avoir du ZFS avec des volumes, des ZVol ZFS que je formate en XFS. Et ces volumes, on va les présenter à un doc, à un conteneur Docker
qui lui va être accédé par Vim Backup et Application. Et donc en fait, par rapport à d'habitude où quand on conçoit un repository Linux, on pense plutôt directement à ajouter la machine l'hôte dans Vim et puis on accède aux données. Là en fait, on rajoute une petite couche en ajoutant un doc et dans ce doc, on présente des données et on est sur le ZFS, et ben on va créer des snapshots. C'est comme ça, on a quelque chose où mon Vim accède à un doc, il ne peut accéder qu'à cette partie-là. Et en plus, si mon Vim est compromis et que les attaquants suppriment des données, j'ai toujours des snapshots ZFS qui sont faits, eux, au niveau de l'hôte directement. Comment on fait ça? Donc, pourquoi ZFS? Pourquoi ZFS? Parce que c'est facile à gérer, à restaurer. Ça a nativement cette fonctionnalité de snapshot. On peut gérer des pétas de données sans problème. On peut gérer des différents volumes. On peut gérer plein de disques. Donc, pareil, on peut créer ses propres serveurs. Et surtout, le dernier point est important, on va pouvoir créer ce volume ZFS et créer dedans des ZVOL qu'on va reformater en XFS. Et du coup, comme ça, on aura le meilleur des deux mondes. Un file system résilient qui peut gérer beaucoup de données. En plus de ça, on va pouvoir formater ça et segmenter ça dans des docs et du coup, utiliser XFS par-dessus. Pourquoi Ubuntu? Pareil, on pourrait utiliser n'importe quelle distribution Linux qui est compatible XFS et ZFS. Il fallait en choisir une, premièrement. Et deuxièmement, parce que notamment la version 1.04 d'Ubuntu, c'est une long-term support. Donc, il y a un support pendant 5 ans. Donc, comme votre repository, généralement, c'est des achats qui sont sur 3 à 5 ans. Là, on a une distribution qui s'accompagne sur 3 à 5 ans. En plus de ça, cette distribution, elle a le bon kernel pour pouvoir tirer parti des performances de XFS et de ce qu'on s'est dit. ZFS est intégré dans Ubuntu. Il y a un pare-feu, on verra tout à l'heure qu'en plus, on va pouvoir segmenter tout ça. Et puis, Ubuntu est une distribution qui est assez répandue. Et tous les paquets dont on a besoin pour s'intégrer avec cette cible-là, sont déjà disponibles dans les dépôts Ubuntu. Donc, ça évite d'aller gérer des différents dépôts dans tous les sens parce qu'on a voulu une distribution spécifique. Mais vous pouvez, encore une fois, choisir ce que vous voulez, bien sûr. Et dernier point, pourquoi Docker? Parce que c'était le moyen le plus simple au moment où on a pensé à cette architecture-là, qui est une idée d'un de mes collègues. C'était le moyen le plus simple d'isoler le processus dans un conteneur. Docker est largement répandu, c'est intégré dans Ubuntu, ça fonctionne bien avec XFS et en plus, on en parlera tout à l'heure, mais il y a le Docker Hub qui permet de créer des images préconfigurées et ensuite d'aller venir les récupérer. Donc, plutôt que tout faire soi-même, vous pourriez aller récupérer une image toute prête. Maintenant, si on rentre dans la création, en étape par étape, alors je vous préviens, je ne vais pas détailler toutes les commandes. J'ai mis les slides et on a condensé le format sur un quart d'heure, 20 minutes pour que ce soit bon pour tout le monde. Et donc, j'ai mis les slides, j'ai mis les lignes de commande. Vous aurez accès au PDF, donc vous pourrez facilement récupérer les lignes de commande. L'idée, c'est de vous montrer le principe de fonctionnement étape par étape. Donc, la première chose à faire, c'est d'installer Ubuntu et donc d'installer son serveur sur lequel on va mettre ces différents disques. On va créer un compte admin et ce n'est pas le compte qui va être utilisé dans Vim. Donc ça, c'est important. Quand on va installer son Ubuntu, ce compte-là, ce n'est pas le compte qui va être utilisé pour rajouter le repository dans Vim. C'est vraiment le compte pour administrer le serveur. Puis après, pareil, comme Vim va accéder aux données au travers du Docker, c'est dans le Docker, dans le doc qu'on va avoir besoin de SSH. Donc, c'est vous qui décidez si vous voulez installer ou pas SSH sur l'hôte et sur quel port. Mais SSH, dans ce cas-là, est facultatif puisqu'on accédera directement dans le doc. Donc, ça, c'est l'installation de l'OS. C'est assez simple. Une fois qu'on a installé l'OS, on va aller télécharger les différents paquets qu'on a besoin. Donc, dans cet exemple, on va avoir besoin de ZFS, on va avoir besoin de Docker, Sanoid pour la planification des snapshots, USW pour la partie firewall et File2Ban, c'est un petit bonus pour si par hasard quelqu'un voulait attaquer mon doc.
Et donc, la ligne de commande tout en bas vous permet de tout télécharger d'un coup et tout installer d'un coup. Une fois que ça c'est fait, donc j'ai mon OS, j'ai mes prérequis, j'ai mes disques, et ben je vais pouvoir créer mon pool ZFS. Et donc, puisque j'ai installé ZFS, bien sûr, je peux créer différents types de pools. C'est un peu comme les différents types de RAID. Et ben là, vous allez pouvoir créer vos différents types de. Enfin, vous choisir un des pools, et puis ben, vous avez la ligne de commande en fonction de ce que vous cherchez à faire. Donc, une commande, et vous créez votre pool. Une fois qu'on a créé notre pool, donc l'image sur la droite peut aider, j'ai mon pool avec tout dedans et je vais créer un jeu de données pour Vim. Ce jeu de données, il y a deux informations importantes, c'est que quand on va le créer, il faut conserver 5% d'espace libre. Et comme on va vouloir utiliser les snapshots pour avoir des possibilités de revenir en arrière, eh ben on va conserver en plus 35% d'espace libre. Donc là, en l'occurrence, les commandes que vous avez sous les yeux sont calculées pour un pool de 1 Tera. Donc on garde 5% et puis on prend le reste, on alloue le reste. Donc il nous reste 600 gigs. On garde 5%, on alloue 35% et ensuite on formate en XFS. Donc j'ai vu une question tout à l'heure sur la différence entre XFS et ZFS. Côté Vim, pour pouvoir utiliser le block clone, on a besoin de XFS. Mais en l'occurrence, on veut dans cet exemple utiliser un système qui soit présentable dans des docs directement et en plus avec des snapshots. Et donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser ZFS sur les disques. Donc on prend dans l'OS, dans l'Ubuntu, on fait du ZFS et ensuite on segmente un peu ce ZFS en ZVol et on le formate en XFS. Donc Vim va avoir du XFS et derrière c'est du XFS sur du ZFS. On empile un peu les couches. Donc, je reprends, hein, j'ai fait l'OS. Ensuite, on a installé tout ce qui allait bien. On a installé maintenant notre ZFS, donc on a nos données. Je vous ai parlé de Sanoid qui va permettre de configurer les snapshots et de planifier automatiquement les snapshots. Donc, un exemple ici pour avoir des snapshots toutes les 48 heures. Et enfin, on garde 48 snapshots de toutes les heures et puis 5 snapshots daily. Et donc, vous pouvez comme ça créer vos politiques de snapshots sur les repositories. C'est pour ça qu'on garde 35% d'espace libre. Et ça vous permet d'avoir cette sécurité. Là, on vient de préparer tous les éléments. Maintenant, il faut les combiner et les mettre dans notre repository Docker. Donc, dans le doc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin? On va avoir besoin d'OpenSSH, Perl, PWGen et XFS Progress. Donc ça, c'est quelque chose que vous allez taper dans le doc et vous installez ça dans le doc. Et puis, on aura besoin de configurer SSHD pour que Vim puisse venir accéder au Docker. Et donc, c'est comme ça que Vim va se connecter sur le dock. Et donc là, on n'utilise pas le port 22 puisque le port 22 est déjà utilisé, mais on utilise le port 222. Un exemple de conf. Et donc, une fois que ça c'est fait, là, on vient de mettre dans le doc tous les éléments nécessaires à Vim pour tourner. Et donc, tous les éléments nécessaires à Vim pour lancer son data mover, accéder aux données et accéder aux données de manière sécurisée. On ajoute l'utilisateur Vim dans le conteneur et puis on lui paramètre tout ce qui va bien. Ensuite, si vous n'avez pas de clé publique, clé privée, vous avez les commandes ici pour les créer. On met une clé publique dans le doc et une clé privée dans Vim. C'est important. Dans le doc, ne mettez pas votre clé privée, ça sert pas à grand chose, il faut mettre la clé publique. Et puis une fois que ça c'est fait, on peut déployer l'image. Soit vous faites vous-même, soit vous pouvez, ce que je disais tout à l'heure, la récupérer directement depuis les dépôts Docker. Donc on a des images préconfigurées. Et dernière étape, il ne suffit plus qu'à démarrer l'image en lui présentant les données qui vont bien. Donc, on a créé dans les étapes précédentes.
en lui donnant les options qui vont bien. Donc là, en l'occurrence, Docker, on demande à runner une image. On la restart automatiquement si par hasard il s'arrête. On lui donne un nom, on lui présente les volumes qu'on veut, et puis après des options directement, et puis à la fin, l'image du conteneur. Et en bonus, si vous voulez, si on revient à ce qu'on se disait tout à l'heure, et au début, sur les différentes couches, on va pouvoir configurer un pare-feu pour que sur la machine haute, il n'y ait aucune connexion. Sur le conteneur qui n'héberge que du Vim, on n'autorise que les ports Vim, donc en l'occurrence les ports 2500, 3300 en TCP, le SSH, et puis comme ça, on a fermé et on a autorisé que ce qui était nécessaire sur l'hôte, dans le doc, et pour le data mover Vim, donc dans le doc, le SSH plus les ports pour le data mover Vim. Donc on a fermé un petit peu tout ça. Et si on veut rajouter la cerise sur le gâteau, on a fait le Fail2Ban qui permet de bloquer automatiquement des personnes qui essaieraient de se connecter en faisant plusieurs essais de mot de passe ou autre, et donc qui va détecter automatiquement qu'il y a quelque chose d'anormal en SSH sur la machine, et qui pourrait, si vous voulez, vous envoyer un email et bloquer les accès. Donc, c'est les deux choses que je vais vous présenter. Donc le firewall et le Fail2Ban, le firewall c'est un peu plus important, mais pareil, si vous ne le configurez pas, ça marchera quand même. Et le Fail2Ban, pareil, si vous ne l'ajoutez pas dans votre config, ça marchera quand même. C'est des options supplémentaires. Et une fois que j'ai fait tout ça, j'ai mon repository qui est prêt, et donc je vais pouvoir ajouter mon repository dans Vim. Et en l'occurrence, comme on a généré un couple de clés publiques, clés privées, on va l'ajouter directement via cette clé privée, et donc un compte qui n'est pas forcément root et qui n'a pas besoin d'être root. Je récupère mes données et on n'oublie pas de cocher la case à cocher XFS, comme ça on va utiliser le bloc cloud directement. Dernier point, j'ai un attaquant qui s'attaque à mon repository. Que faire? Comme on a créé des snapshots, je vais pouvoir y accéder directement. Et donc, je vais pouvoir aller faire un rollback de snapshot pour remettre les données dans le repository directement depuis le snapshot. Donc, on peut vérifier des commandes disponibles sur comment démarrer, comment arrêter le doc. Ensuite, répertorier les différents snapshots qui sont disponibles, restaurer, et puis après, il ne reste plus qu'à redémarrer le doc. Et dans Vim, vous faites un rescan, vous récupérez vos données. Et comme je le disais, on a une appliance préconfigurée, un doc préconfiguré, donc vous pouvez le récupérer sur le Vim Hub directement ici. Donc vous avez l'URL et tout ça est prêt pour l'application. Le script ne fait pas que ça, il va créer vos volumes, etc. Donc, n'hésitez pas, tout est prêt. Pour la suite, dans la V11, on a évoqué, il y a pas mal de fonctionnalités publiques qui ont été évoquées sur d'autres choses, CDP, l'objet Google Cloud, la cafetière avec S3 Glacier, mais il y a aussi des choses en rapport avec Linux pour améliorer notre prise en charge de Linux et surtout ces repositories Linux, potentiellement pour éviter que vous ayez à faire du ZFS et du XFS sur du ZFS avec les snapshots. Et donc, ce que je peux vous lister aujourd'hui, c'est qu'il y a des améliorations dans les proxys avec différents modes de lecture. Et maintenant, tous les modes de lecture sont supportés dans les proxys Vim sous Linux. Des améliorations dans le file level restore, et puis deux améliorations qui peuvent rejoindre notre webinaire de ce jour. Le Persistent Linux Data Mover qui permettrait d'avoir, on n'aurait plus besoin de SSH dans le doc directement, donc on aurait juste besoin on l'utiliserait une fois pour pousser nos data movers, et une fois qu'il est là, on n'a plus que les ports Vim. Et dernier point, mais pas des moindres,
le Arduino Repository, j'ai laissé les noms de fonctionnalités en anglais, parce que cette partie-là, c'est vraiment comment utiliser le file system Linux et rendre le file system immuable. Et donc, plus être obligé de se baser sur des snapshots pour être sûr que la donnée ne pourra pas être altérée, mais le faire directement dans le file system. Merci à vous. Du coup, j'ai duré un petit peu plus longtemps que prévu sur la présentation. On va passer à la partie questions-réponses. Si vous avez des questions, ça va être le moment de les poser. Je vais rester quelques secondes, le temps de lancer les fenêtres de chat. N'hésitez pas à les poser dans le chat. J'ai vu la question tout à l'heure sur la différence entre ZFS et XFS. J'espère que j'ai pu y répondre, mais le principe, c'est qu'on va faire du XFS sur du ZFS. Comme ça, on peut tirer parti des snapshots. Si je reviens sur l'image ici, on a un pool ZFS. Donc, nos disques, eux, ils voient du ZFS. Enfin, on met du ZFS dessus. Et après, dans ce ZFS, on fait des ZVOL. Et sur ces ZVOL, on fait du XFS et on les présente on les présente dans le doc. Alors, j'ai des questions sur la sortie de la V11, je m'y attendais. C'est pour ça que je me disais, je suis étonné, je n'ai pas encore de questions là-dessus. La V11, elle est actuellement en bêta, elle est prévue en sortie pour le premier trimestre 2021, excusez-moi. J'ai pas de plus de détails à vous partager sur la date de sortie, mais c'est très bientôt. La différence, j'ai une question sur la différence entre un OFS et un XFS. Je me permets de remettre la slide. Il y en a un qui est sous Windows, l'autre qui est sous Linux. Un où il faut être admin et l'autre où pas forcément besoin d'être admin. Sinon, dans le principe, c'est à peu près le même mode de fonctionnement. On parle au niveau du file system. Après, c'est un choix qui vous appartient. Physique ou VM, c'est vous qui choisissez. Côté Vim, ça ne change rien puisque nous, on communique directement avec le doc. Donc après, c'est à vous de choisir. Est-ce que je préconise d'attendre la V11 pour ce genre d'infra? La réponse, c'est plus, ça dépend de vos deadlines. Si vous êtes pressé, vous pouvez mettre ce que je vous ai présenté est utilisable en V10. En V11, ça ne fera que rajouter des options de sécurisation et vous pourrez faire évoluer si vous le souhaitez de la V10 vers la V11. Donc à vous de voir. Oui, on supporte d'autres versions que Ubuntu 20.04. Sur notre Help Center, on met les prérequis des kernels qui sont nécessaires pour utiliser XFS Block Clone. Et donc, c'est sur ces prérequis qu'il faut se baser. Mais de mémoire, c'est un kernel Linux 5.4.x avec tout ce qui va bien pour XFS. Et je vois une autre question sur les snapshots sont prévus. Dans l'exemple et dans le scénario qui est présenté, oui, on a prévu ici d'avoir un serveur Linux dans lequel il y a plein de disques, du ZFS dessus. Sur ce ZFS, on a des volumes avec du snapshot, et sur ces volumes, on a du XFS qu'on présente ensuite au doc. Donc oui, il y a des snapshots prévus. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions qui étaient dans le chat.
Si encore, je vais encore rester 2-3 minutes pour s'il y a une dernière question. Oui, je sais que c'était assez rapide comme présentation. L'objectif, c'était de tenir dans un quart d'heure et on a listé toutes les commandes dans les slides. Si vous voulez la même chose en plus détaillé, j'ai mon collègue Tom Seidler qui a déroulé cette présentation en anglais. Lui, il l'a fait en 1 heure et il a déroulé toutes les étapes une par une. Donc, vous pouvez aller sur le site de Vim dans les webinaires enregistrés et regarder sa présentation. J'ai voulu aller à l'essentiel pour vous présenter les grandes lignes. Et puis après, n'hésitez pas à télécharger le contenu ou vous mettre en contact avec mes collègues pour avoir plus de détails et avoir plus de détails et puis rentrer dans le détail et avoir une présentation un peu plus détaillée et un peu plus longue. Et oui, et donc là j'ai des questions dans le détail du fonctionnement. Le Z-Vol est présent sur l'hôte qui lui redirige vers le conteneur. Exactement, c'est ça. J'ai un push ZFS sur l'hôte et le Z-Vol il est sur l'autre, il est présenté au XFS et ensuite il est monté dans le conteneur. Est-ce que ça, j'ai une autre question sur est-ce que ça veut dire qu'il faut abandonner les stockages dédiés à la sauvegarde, type appliance de duplication, data domain, StarWise et autres? Pas forcément. C'est une des options qui s'offre. Et donc, soit vous voulez quelque chose euh, qui vous est fourni par un constructeur, avec potentiellement de la déduplication intégrée et leur mécanisme, soit vous voulez construire vos propres repositories, et dans ce cas-là, vous avez soit du OFS, soit du XFS, et donc si vous voulez aller plus loin dans la sécurité, vous pouvez monter des infrastructures de ce type. Effectivement, j'ai un retour qui est intéressant. Quand on parle de ransomware, on parle de diversifier les technologies. Et donc, quand vous avez un parc à dominance Windows, ça veut dire potentiellement que vous avez une bonne maîtrise de Windows, mais pourquoi ne pas utiliser un repository Linux pour diversifier les technos et potentiellement, du coup, avoir les repositories qui sont sous Linux et donc qui ne sont pas forcément visibles dans le radar d'un attaquant qui va croire qu'il n'y a que du Windows. C'est une des options. Et diversifier, ça permet c'est toujours un rempart de plus. Et à l'heure où on se parle, plus on met de remparts, mieux c'est. Et du coup, merci à vous. Je pense qu'on a atteint toutes les. J'ai répondu à toutes les questions sur le chat. Merci à vous pour votre attention. N'hésitez pas, hein, comme je le disais en préambule, cette session est enregistrée et vous aurez la possibilité de télécharger le contenu des slides sur le site vim.com/fr dès que ce sera mis en ligne. Donc, vous pourrez télécharger tout ça. Et puis, si vous voulez plus de détails, n'hésitez pas à soit me recontacter, soit contacter mes collègues avec qui vous êtes déjà en contact. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis à bientôt. Au revoir.